Je ne sais pas si ça touche tout le prêt-à-porter européen, mais en tout cas le français, oui. Qu'est-ce qui se passe dans ce prêt-à-porter-là ? Eh bien, William, il y a une crise très profonde, vous l'avez dit, en effet, et on s'en rend compte, nous, parce qu'on voit dans les centres commerciaux, ou bien lorsqu'on va en centre-ville, on voit des boutiques fermées, des boutiques, en effet, de vêtements, de chaussures, qui sont de moins en moins présentes. Pour vous donner un chiffre, il y a, entre cette année et l'année précédente, il y a 11% de boutiques en moins, c'est-à-dire qu'on les ferme. Alors, un exemple dont on a tous entendu parler, par exemple en septembre, il y a Camaïeu qui a fermé ses portes, c'est 514 magasins. Et malheureusement, beaucoup d'emplois aussi à la clé qui ont fini par fermer ses portes. Pourtant, Camaïeu, c'était vraiment une enseigne successful des années 80 qui, jusqu'en 2010, s'est fortement développée. Puis ça s'est arrêté. Vous avez parlé de San Marina. San Marina, c'est un chausseur marseillais qui, là aussi, malheureusement, a été obligé, contraint de mettre la clé sous la porte. C'est la faillite, mettant là aussi beaucoup de monde au chômage, William. Et encore, ça, vous m'avez dit que c'était que la face émergée de l'iceberg, mais qu'en dessous, c'est pas mieux. Hein. Bah oui, c'est pas mieux, parce qu'il y a beaucoup d'enseignes qui sont en grande difficulté et qui, pour éviter finalement d'en arriver jusque-là, commencent à fermer des magasins. C'est-à-dire qu'ils disent, bon, on va garder notre enseigne, mais on va essayer de choisir. Ils anticipent, quoi. Ils anticipent, ils disent, voilà, on va fermer des lieux. Alors là, vous avez CA, Burton, Pimki, eux, ils ferment un certain nombre de magasins. Et puis après, vous avez des grandes enseignes qui ont été très successful aussi, comme Gap, Koukaï, André. Gap aussi ? Oui, Gap aussi, oui. Gap. Ou Cop Copine, oui. Gap, encore, bien sûr. c'est français, Gap ? Non, mais en France, il y en avait quand même beaucoup. La France a été un très gros pays pour Gap quand ils se sont lancés. Ou Caporal, par exemple. Tout ça, ces enseignes-là, elles sont aujourd'hui placées en redressement judiciaire, William. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si elles n'arrivent pas à redonner un peu des couleurs à la finance, malheureusement, elles seront obligées d'être entraînées vers la faillite. Une crise de cette ampleur, là, vous avez cité une bonne dizaine de marques. C'est inédit, ça, dans l'histoire du prêt-à-porter en France. On a les raisons ? Oui. Alors, c'est jamais arrivé. Et souvent, on a tendance à dire, là, c'est lié à l'inflation, c'est lié au pouvoir d'achat, c'est lié même à la rigueur au Covid. Non. En fait, la réalité, ça vient depuis presque 10 ans que ce secteur est profondément bouleversé, avec d'abord une première logique, c'est que vous savez que l'habillement, c'est un secteur qui est très climato-dépendant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez des hivers qui sont très froids et des étés qui sont très chauds, avec des logiques saisonnières qui sont assez marquées, dans ce cas-là, vous arrivez à écoler vos saisons. Eh bien, il faut savoir que, rappelez-vous, 2018, 2017, 2016, on n'a quasiment pas eu de saison. C'est-à-dire que c'était très très peu marqué. En fait, le passage de l'hiver au printemps et du printemps à l'été était peu marqué. Résultat des courses, difficulté d'écoulement des stocks. Et ensuite, on a eu le Covid. Alors là, le Covid qui n'a pas forcément amélioré le dispositif, encore. On n'a pas pu acheter de vêtements. Et puis enfin, dernier élément, bien sûr, l'inflation. Pourquoi ? Parce que quand on est contraint sur son pouvoir d'achat, un des premiers budgets qu'on va couper, c'est les vêtements. C'est-à-dire, on se dit, finalement, je vais pouvoir garder... Il y a probablement d'autres choses, je ne sais pas, les matières premières, ou le fait qu'on fait fabriquer très 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 loin en Asie, j'en sais rien. Oui. Ou alors la seconde main, non, il y a ça aussi. Alors, il y a la seconde main, William, et puis il y a aussi la concurrence. Vous en avez parlé, c'est-à-dire qu'on voit très bien aussi des enseignes qui ont fortement progressé en mettant à mal certaines enseignes, typiquement Zara, H&M. Je sais pas si vous voyez. Clairement. Alors là, c'est des enseignes qui fonctionnent. Qui perdurent. Parce qu'en termes de collection, ils ont réussi à se renouveler. Ce sont des enseignes étrangères. Zara, c'est espagnol. Alors, c'est des gros malins. C'est des gros malins. Ils sont très puissants. Et comme le disait très justement Anthony, ce sont des enseignes qui ont complètement changé la manière de faire de la mode et de vendre du vêtement, puisque avant on se souvenait des collections printemps-été, automne-hiver, etc. Et là, non. Exactement. Eux, c'est toutes les semaines. Ils lancent des collections toutes les semaines. Des résultats, ils créent de l'appétence. Et finalement, nous, on a envie d'acheter. Et puis, autre élément, vous en avez parlé, c'est qu'on vend de plus en plus de vêtements sur Internet. Oui, c'est vrai que 20% aujourd'hui des vêtements qui sont achetés sont faits par Internet. C'est pas la même qualité. Alors, vous en avez parlé aussi, parce que je vais en parler, parce que vous m'avez posé la question, c'est la seconde main. Ça, c'est un marché en pleine croissance. Imaginez-vous que sur les produits dits d'occasion, c'est un marché qui représente à peu près 7 milliards d'euros. Il y a 4 milliards, c'est que des vêtements. On parle des friperies, tout ça ? Exactement. C'est friperies, mais surtout aujourd'hui au travers d'Internet. C'est-à-dire ce que vous pouvez trouver sur le Bon Coin et autres. Vinted. Exactement. Les marques elles-mêmes créent des boutiques seconde main. Exactement, Caroline. Tu as raison. Quand on va chez Kiabi ou chez Carrefour, là, typiquement, il y a des départements. Non, mais il y a des endroits dans lesquels ils réservent des espaces qui sont dédiés à la seconde main pour pouvoir attirer les clients
et pour éviter. Ils vont tous le faire. Mais vous savez, vous avez raison, William. Tous le faire. Mais vous savez que quand vous achetez un vêtement seconde main, je le dis, c'est quand même entre 60 et 90% moins cher qu'un vêtement neuf. Hein. Donc ça, je veux dire, pour le portefeuille, c'est quand même assez bon. Et puis vous avez certaines gammes de vêtements, pour ceux qui ont des enfants, par exemple, en bas âge. Là, pour le coup, la seconde main, c'est vraiment un truc pratique parce que l'enfant, il grandit quand même plus vite que l'usure du vêtement. Donc, mécaniquement, vous pouvez faire 2, 3, 4, il n'y a pas que seconde main. Au-delà de passer les générations, ça marche comme ça. Mais en fait, là, ça fait peur quand on voit tout ça. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'en France, l'habillement, ça va plutôt bien, non ? Alors, le prêt-à-porter français, en fait, si tu veux, Raphaël, en gros, c'est un peu les extrêmes qui fonctionnent bien. C'est-à-dire que vraiment, j'allais dire, voilà, c'est ça, le luxe très très grand luxe. Voilà, LVMH, le leader mondial du luxe. Il vient de faire la meilleure année, là. Oui, il n'a jamais connu ça, c'est magnifique. Mais c'est vraiment un groupe international. Mais là, attention, les vêtements, c'est 1000, 2000, 10 000. Oui, donc ils en vendent beaucoup moins finalement que H&M et tout ça. C'est mondial. Et puis, de l'autre côté, quand même, il y a aussi des marques qui marchent très bien. C'est ce qu'on appelle le marque de semi-luxe. C'est-à-dire, c'est toutes les enseignes où ça vaut entre 100 et 500 euros. Voilà, Mage, Lacoste, Comptoir des Cotonniers. Ben là, ce sont des enseignes qui se développent. Ah, donc ceux qui vont mal, c'est les moins chers, en fait. C'est le milieu de gamme. Les moins chers fonctionnent très, très bien. Et ce sont les milieux de gamme. Alors, après, à la question, est-ce que les Français résistent ? Est-ce qu'on a vraiment des alternatives en France pour arriver à fabriquer, finalement, ces vêtements ? Ben, on s'est posé la question. On est même allé poser la question à un expert qui va nous éclairer pour savoir si nous, les irrésistibles gaulois, on va s'en sortir. Regardez, on se retrouve après. Les marques françaises qui s'en sortent sont de deux registres. Soit ce sont des marques qui ont une très belle image, qui ont un très beau produit, ou des marques qui ont réussi à avoir un prix très compétitif. Ce sont par exemple Bache, qui arrive à la fois à s'internationaliser et à proposer un très beau produit et une très belle image, ou des marques du rappeur Orelsan, Avenir, qui arrive grâce à son aura, grâce à sa musique, à aussi développer son prêt-à-porter. Et puis on a aussi Kiabi, qui propose à la fois un produit responsable et un produit à petit prix. Elles ont compris que le monde avait changé ces 20 dernières années, qu'on passait 4h30 sur son téléphone et que avec ces 4h30, soit on allait sur les réseaux sociaux pour pouvoir découvrir ces marques, soit on allait sur Internet pour chercher le prix le plus bas. Alors je suis inquiet sur l'avenir, puisqu'on a une vraie concurrence des acteurs, par exemple le chinois comme Shein, qui propose des millions de nouvelles références tous les ans à des prix qui ne sont absolument pas compétitifs. Il y a déjà des normes qui existent, comme la norme REACH, qui étudie la toxicité des produits. Il faut plus de contrôle, de façon à pouvoir analyser ces marques qui nous envoient des produits qui sont toxiques. Bon, ils vont y arriver, les Gaulois, là, ou... Ouais, d'accord. Il n'est pas très optimiste, notre ami, hein, mais en tous les cas, c'est vrai qu'on peut penser que les fameuses marques de vêtements des années 80, 90, finalement, celles-ci, elles sont un peu à bout de souffle. Vous l'avez compris, tout ça est vraiment chahuté par ce dont on a parlé, hein, une concurrence internationale absolument accrue. Mais on ne peut pas utiliser les méthodes, vous avez cité Zara et puis H&M, ouais. H&M. C'est clair comment ils font. On ne peut pas les imiter. En fait, alors pour les imiter déjà, il faut avoir... Non, la méthode, pas les modèles, la méthode. Bien sûr. Alors, sur l'aspect de la méthode, il faut avoir une très grosse puissance financière. Il faut être très, très, très costaud et surtout avoir cette capacité à ce qu'on appelle, pardonnez-moi, fabriquer de la rotation. C'est-à-dire vraiment en vendre beaucoup et qu'il y ait un très, très, très gros volume derrière. Sinon, vous n'arrivez pas à vous sentir pour arriver à faire des prix bas. Attention, c'est les numéros 1 sur la liste de la honte. Là, j'ai vu le titre sur les Ouïghours, Zara, H&M, c'est pas le top. Pour moi, c'est pas du tout un modèle à imiter, quoi. Ça, Raphaël, éventuellement ne plus avoir de boutique et fabriquer pour vendre que en ligne, c'est t'es sûr que tu allais mettre le doigt là-dessus. C'est vrai que derrière l'industrie du vêtement, il faut savoir que c'est une industrie qui est une des plus polluantes au monde et aussi sur laquelle il a plus regardé quant au traitement aussi des humains derrière parce que donc là il va y avoir aussi une conscience qui est en train de se mettre en place et il y a des alternatives en France qui existent. Juste vous raconter juste cette histoire-là, c'est qu'on peut acheter par exemple même des jeans made in France, ça c'est possible, ça existe, on commence à donc intéressez-vous à ça. On peut aussi acheter du semi sur mesure, ça aussi ça permet de changer complètement le système. Vous allez en boutique, vous identifiez un vêtement qui vous plaît, vous allez l'essayer, ça va pas vraiment être votre taille, mais en tous les cas coloris coupe, vous allez le voir. Mais en revanche, 2-3 jours après, 4 jours après, on va
vous le faire et vous le produire. Donc du coup, il n'y a pas de déchets. Ah oui, mais vraiment... c'est le prix qui fait la différence. Alors le prix est un peu plus cher. Le prix est un peu beaucoup moins. Voilà, exactement. Moi, j'achète des vêtements une fois par an. Eh ben voilà. Bah oui. Eh ben voilà. Pas moi. Mais Made in France, voilà. Désolé. Très bien. Eh ben c'est Raphaël qui a dit le mot de la fin. La quantité, et moi, je vais nous, la quantité, goûter des il nous biscuits. faut la Ah oui, mais la c'est bien. Mais vous feriez un beau couple avec une qui achète une fois par an et lui tous les jours. Ça serait bien. Tous les jours, non, mais souvent, oui. Lui, il aura une grande armoire et elle est juste un tiroir. Ah oui. Bon, allez, au revoir. Merci beaucoup, jeunes gens. Au revoir. Madame, monsieur, merci de nous avoir reçus. Une fois encore, demain, d'autres sujets qui concernent votre vie quotidienne, bien sûr. Donc, on est amené à se revoir. Bon après-midi et à demain, donc, promis.